Il se passe? Ah ben voilà, c'est parfait. Bien, bonjour à tous et toutes. C'est un peu le stress comme d'habitude dans les deuxièmes journées de rencontres. Ça s'enchaîne, il y a moins de monde et on prend du retard. Mais on va essayer d'être fidèles et donc à nos engagements de durer 1h30. J'ai le plaisir donc d'accueillir une tribune variée, pas assez féminine, j'en suis absolument désolé Aurélie. Mais voilà, on va réussir quand même à faire quelque chose de très interactif. On va commencer par une vidéo que j'espère on va pouvoir lancer. Je pense qu'on va y arriver, il n'y a pas beaucoup de doutes. Une vidéo de quelqu'un qui va se présenter, qui est à Bruxelles, qui n'a pas pu être parmi nous, et qui travaille sur le regroupement, enfin je le dis devant des grands spécialistes, moi je le fais grand public, le regroupement des assureurs au niveau européen, et qui va nous présenter un peu cela. L'objectif, je le dis d'ailleurs devant Philippe Henry, qui est là au milieu, qui était le grand ordonnateur avec nous du sommet de Liège l'année dernière. Et évidemment, déjà l'année dernière, à Liège, les questions d'assurance avaient pris une importance très grande. J'avais présidé d'ailleurs, animé l'atelier sur les assurances, puisqu'on arrivait après de grandes catastrophes. Vous aviez connu, et d'ailleurs ce qui m'avait frappé, ça prouve à quel point on est un peu narcissique en France, c'est que quand j'avais pris conscience de l'ampleur des inondations en Belgique, je m'étais rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus importantes qu'en France, juste après, en l'occurrence, et que nous, on avait tout focalisé sur la France. Ça m'avait fait un peu le même effet que Dresde en Allemagne, où je pense que le reste de l'Europe n'avait absolument pas pris conscience de ce qui s'était passé en Allemagne, qui a été un élément fondateur, on y reviendra, du changement de politique européenne en matière d'assurance. Donc on était ensemble, on avait déjà travaillé là-dessus, on veut continuer avec une dimension française et européenne. Je vous vois plus, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, comme ça je me rends pas bien compte s'il y a beaucoup de monde ou pas. Et il y a un côté occulte à cette cérémonie. Mais voilà, l'objectif, et Philippe en sera chargé en tant que rapporteur, mais on fera tous l'effort, c'est d'arriver à ce qu'enfin on prenne en compte cette question absolument déterminante de l'assurance, et pas seulement au coup par coup. Chacun a sa petite histoire, j'ai la mienne, je pourrais la raconter peut-être un moment. Perdre une assurance parce qu'on a une RGA non reconnue, ben voilà, ça arrive à des gens bien, dont votre serviteur. Mais c'est vraiment autre chose. Il faut qu'on arrive, et ça va être l'objet du débat, à ce que l'on passe une étape et qu'on prenne conscience qu'il faut s'adapter pour éviter de ne plus être assurançable, comme vous dites. Et donc, c'est un enjeu absolument majeur de solidarité. Je ne veux pas être plus long pour rester dans le timing. Et donc, je demande à la régie de lancer la visio de notre ami d'Insurance Europe. Merci beaucoup pour l'invitation à la session plénière, l'assurance à l'épreuve des risques climatiques, et pour la possibilité d'y contribuer virtuellement, même si j'aurais évidemment préféré prendre part à la discussion avec vous sur place. Je pense que nous avons tous vu le récent rapport de l'Organisation météorologique mondiale qui nous ramène à une réalité inquiétante. 2024 était sans doute la première année où les températures moyennes globales ont été supérieures de 1,5 degré au niveau pré-industriel. Le rapport confirme que les 10 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, avec également des records en matière de fonte de glace ou d'augmentation du niveau de la mer. Ce qui rend une chose claire, le changement climatique n'est pas un problème futur, mais une problématique actuelle qui est appelée à augmenter à l'avenir. Et pour protéger ce qui peut l'être, il y a 3 pistes principales bien connues: l'atténuation, l'adaptation et le transfert de risque. Permettez-moi de commencer par dire quelques mots sur l'atténuation. En effet, la réduction des gaz à effet de serre doit rester une priorité absolue. Sans ça, il va être de plus en plus difficile de faire face aux conséquences du changement climatique. Et c'est un défi énorme, avec des émissions qui ont encore battu un niveau record en 2024. Mais des solutions existent qui demandent la participation de tous les acteurs, collectivités publiques, citoyens et secteur privé, qui comprend bien entendu le secteur de l'assurance. En effet, avec environ 10 000 milliards d'actifs sous gestion, ce qui en fait le principal investisseur institutionnel en Europe, les assureurs peuvent faciliter la transition verte. Pour cela, il faut s'assurer que les conditions réglementaires sont présentes pour permettre aux assureurs d'investir dans des projets d'investissement de long terme dans de bonnes conditions.
C'est un débat important à avoir au niveau européen, notamment dans le cadre de la révision de Solvabilité 2. Ensuite, et tout aussi importante, est la question de l'adaptation. En effet, même si les émissions devaient être ramenées à zéro dès demain, il faudrait s'adapter à des conditions climatiques d'ores et déjà changeantes. L'ampleur de la tâche est immense et met notamment une responsabilité importante sur les pouvoirs publics. Je voudrais citer quelques principes à prendre en compte, plus que ça n'est le cas pour le moment. Intégrer des cartes de risque dans les plans d'urbanisme, adapter les règles d'aménagement du territoire, renforcer les codes du bâtiment, mettre le principe du Build Back Better au centre de toutes les opérations de reconstruction, restaurer les écosystèmes naturels comme les zones humides et les forêts qui peuvent jouer un rôle de défense naturelle contre les inondations par exemple, et enfin améliorer les systèmes d'alerte et lancer des campagnes de sensibilisation au risque, ce qui peut sauver des vies et réduire significativement les conséquences économiques en cas d'événements climatiques extrêmes. Ici aussi, les assureurs ont un rôle à jouer. Par exemple, dans de nombreux pays européens, les assureurs ont contribué au développement de cartes de risque qui sont maintenant utilisées pour décider où construire et comment construire. Les assureurs peuvent aussi conseiller leurs assurés, leurs clients, sur comment diminuer leur propre exposition au risque. Une question importante concerne ce qui peut être fait au niveau européen, sachant que l'adaptation au changement climatique est principalement du ressort national, voire local. Je pense personnellement que la Commission européenne peut jouer un rôle important, notamment en sensibilisant sur ces questions, en permettant des échanges entre États membres ou en mettant en avant des bonnes pratiques. Et donc on sera très attentif au plan européen sur l'adaptation au changement climatique que la Commission a prévu de publier l'an prochain. Ce plan prendra aussi en compte les conclusions du groupe de réflexion sur le financement de la résilience, actuellement en cours et auquel nous participons. Et enfin, il faut également travailler sur le troisième pilier. Après l'atténuation, l'adaptation, c'est la protection. Et ici aussi, évidemment, l'assurance a un rôle clé à jouer, puisque permettant aux victimes d'événements climatiques, entreprises ou particuliers de se reconstruire rapidement. Malheureusement, la réalité est que trop de personnes ou d'entreprises ne disposent pas de couverture des risques suffisante. Selon l'EIOPA, l'autorité de supervision européenne, seul un quart des dommages sont assurés en moyenne en Europe, avec cependant des différences importantes entre les pays. Cet écart de protection, ou protection gap, doit absolument être réduit. Comment y parvenir? D'abord, en sensibilisant sur les risques et sur l'importance de l'assurance. En effet, trop souvent, des solutions existent, mais elles ne sont pas suffisamment utilisées pour un certain nombre de raisons, et notamment une croyance que l'État interviendra en cas de sinistre. En matière de sensibilisation au risque, l'EIOPA a récemment consulté sur un possible outil européen. De notre point de vue, même s'il faut se féliciter que l'EIOPA s'empare de ce sujet, il nous semble préférable de favoriser des solutions nationales qui existent déjà dans un certain nombre de pays et qui sont spécifiques aux besoins de chaque pays. La priorité est donc que chaque pays dispose d'un outil de sensibilisation. Et puis il y a bien sûr aussi la question des partenariats publics-privés, dont le but peut être de diminuer les risques, de les partager ou de rendre l'accès à l'assurance abordable pour le plus grand nombre. Il y a plusieurs exemples en Europe et notamment évidemment en France avec le régime CatNat ou bien en Espagne. Il me semble important ici de souligner que ce qui fonctionne dans un pays n'est pas forcément une solution pour un autre pays. En effet, même au sein de l'Union européenne, chaque pays est confronté à des risques différents et possède une culture, une histoire ou un niveau de pénétration en matière d'assurance qui lui sont spécifiques. Et c'est pourquoi il n'y a pas, de mon point de vue, de solution universelle ou bien one size fits all. Et je crois que c'est un point à garder en tête en vue des discussions à venir sur une possible approche européenne telle que proposée récemment par l'EIOPA et la BCE. Il faut évidemment remercier ces deux institutions d'avoir mis le sujet sur la table, mais il sera important d'étudier en détail tous les aspects techniques d'une telle solution avant d'aller plus loin, et notamment la question importante de quelles seraient les conséquences d'une telle approche européenne pour les systèmes existants au niveau national. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente session plénière. Merci. Pas l'occasion de le remercier, mais je pense qu'on a eu en 6 minutes un très bon lancement de débat, puisque toutes les grandes questions que nous nous posons étaient déjà évoquées. Alors maintenant, je passe la parole à Eric Bruce de Gersigny, qui est un jeune et brillant collaborateur de Climate Change et qui, avec Lou, qui est au premier rang d'ailleurs, a travaillé sur l'observatoire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Donc, Lou, tu as la parole. Eric, pour le coup. Eric, Lou voilà, ça sera plus tard.
Bon, brillant, je sais pas, mais je vais te faire mon mieux. Très brillant, je l'ai déjà testé hier, donc je valide. Ah, merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais donc revenir sur quelques chiffres importants, sur quelques cas d'études et sur le cadre européen pour savoir de quoi on parle et introduire nos merveilleux panélistes après ça. Slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, il faut savoir que ces 4 dernières années ont été les plus chaudes de l'histoire de l'Europe. Et ça vient avec son lot d'événements extrêmes, des précipitations uniques. Il faut savoir que 1,6 million de personnes ont été affectées. T'as un retour là. Ah oui, merci. Et, un nombre record de personnes ont été affectées par à la fois les inondations et les tempêtes. Et les coûts ingérés par ces risques sur les populations sont de plus en plus importants. On parle de 1 trillion d'euros par an en 2100 seulement pour les risques d'inondation. Pardon. Merci. Plus de détails sur les chiffres. 738 milliards d'euros, ce sont les pertes économiques dues au phénomène météorologique entre 1980 et 2023. Sauf que seuls 22% de ce chiffre, c'est dû aux catastrophes entre 2021 et 2023, soit une augmentation de 53%. Rien que pour les inondations, on est à 29,7 milliards de dommages en Europe en 2024. Et 32% de cela était assuré. Merci. Nicolas Jeanmar était venu sur cette donnée des pertes dues aux catastrophes naturelles qui étaient assurées. Les chiffres sont difficiles à calculer. Moi, j'ai 20%, il avait mentionné 15%. Mais ce qui est très important à voir, c'est la disparité en termes d'assurance. Dans certains pays européens, on est à moins de 5%, dont l'Italie, donc avec un très faible taux de pénétration de l'assurance. Et pour seulement sur la France, on est à 6 milliards de dommages pendant ces 4 dernières années. Pour le cadre réglementaire européen, je voudrais revenir sur une directive importante, qui est la directive Solvabilité 2 de 2009, qui a créé un cadre pour tenter de réduire les risques d'insolvabilité des compagnies d'assurance, que ce soit d'assurance ou réassurance d'ailleurs. L'objectif est qu'elles aient les capitaux suffisants pour faire face à ces risques, et pour ceux-ci vont devoir calculer leur capital de solvabilité requis pour prouver cette donnée. Ça a permis également la reconnaissance des techniques d'atténuation des risques, comme la réassurance, car quand une assurance calcule son CSR, les contrats de réassurance sont inclus. Donc, en conséquence, les capitaux requis pour être solvables et faire face aux catastrophes naturelles sont moins importants pour les assurances, avec donc ces contrats de réassurance qui réduit les capitaux nécessaires. Et à leur tour, les réassureurs sont incités à accepter des contrats qui vont diversifier leur portefeuille de risque en termes d'exposition géographique ou de type de péril, et ainsi améliorer eux aussi leur solvabilité. Merci. Je vais donc partir sur quelques cas d'études. Je pense qu'une bonne partie de la salle connaît bien le premier, la France. Ces 2 cas d'études vont donc être des partenariats publics-privés assez forts, qui sont le centre de leur système. En France, c'est le régime CatNat, qui est basé sur une surprime de 12% jusqu'à il y a très peu, et maintenant 20% sur les assurances habitation, qui va financer la caisse centrale de réassurance. Et cette caisse centrale va permettre de rembourser à hauteur de 50% les assurances lors de catastrophes naturelles. C'est-à-dire que lorsque l'état de catastrophe naturelle est déclaré, les personnes qui ont perçu des dommages vont pouvoir faire leur demande de remboursement, et le CCR va donc réassurer les assurances.
Et on a encore une autre couche de protection au-dessus de ça, c'est le gouvernement, qui, lorsque 90% des réserves du CCR ont été utilisées lors d'une année, le gouvernement va par la suite réassurer le CCR. En Espagne, maintenant, on a un système très similaire. Le Consorcio de Compensación de Seguros est également financé par une surprime qui est calculée différemment en fonction de la valeur de des propriétés assurées. Et les assurances vont servir d'intermédiaires, donc vont prélever la surprime. La différence, c'est que le CSS va pouvoir indemniser directement les assurés sans besoin, et il n'y a pas besoin de déclarer l'état de catastrophe naturelle. Rapidement, sur le cas italien, on a beaucoup de nouveautés parce qu'à partir d'aujourd'hui, l'assurance pour péril naturel est devenue obligatoire pour les PME. Donc on a un partenariat public-privé qui est seulement appliqué aux PME qui vont être réassurés via la caisse de réassurance italienne et indemnisés à 50%. Outre cela, le système italien est privé et seules les grandes entreprises majoritairement les grandes entreprises ont des contrats de réassurance CatNat. Et l'État va surtout intervenir via des fonds d'urgence et de la prévention. Et enfin, l'Allemagne, un système 100% privé. Les assurances, souvent, ne couvrent pas les inondations, ce qu'il faut une couverture additionnelle, qui va, dans certaines zones, être très chère, voire indisponible. Et l'État, comme en Italie, va apporter une aide d'urgence qui ne va pas forcément couvrir toutes les pertes. Depuis 2021, on a des discussions en cours pour créer un système de partenariat public-privé, mais aucun consensus n'y est arrivé pour l'instant. Et enfin, je voudrais terminer sur quelques grands enseignements de l'Observatoire. On voit que les coûts des catastrophes naturelles mettent de plus en plus de pression sur les marchés de l'assurance et sur les assurés, tant publics que privés, qui vont payer plus cher leurs primes, voire ne pas être couverts, sachant que les zones à haut risque vont se multiplier. Donc de moins en moins de personnes vont pouvoir être couvertes par des assurances de catastrophes naturelles. L'Union européenne a pourtant pour l'instant principalement un rôle d'incitation pour que les assurances privées se tournent vers des contrats de réassurance. Mais certains acteurs sont en train ont une volonté d'approfondir le rôle de l'Union européenne. Donc Nicolas Jeanmart l'a déjà mentionné avec ce papier de la BCE qui a pour but d'inciter à une création d'un système de partenariat public-privé au niveau européen. Merci beaucoup. Merci de ce tour d'horizon qui montre bien la diversité. Et j'avoue que même ça prouve à quel point effectivement la question qui était posée initialement par Nicolas Jeanmart est intéressante sur ça se passe où, au niveau local, au niveau national, au niveau européen. On aura tout à fait l'occasion d'y revenir. Je vais interroger une première fois, on y reviendra après, mais nos deux amis qui sont issus de villes et de communes qui ont été sinistrées. Il y en a une qui est encore plus célèbre que l'autre, j'en suis désolé Aurélie, mais la Roya a été au cœur de beaucoup de réflexions. Donc j'ai le plaisir de vous poser au fond la même question. On va commencer par Aurélie, qui est maire de Plessé, et qui est dans l'agglomération de Redon, à cheval entre la Bretagne et la Loire-Atlantique, mais qui a été touchée très fortement par les inondations. Donc, première question, après on y reviendra, mais comment ça s'est passé du point de vue concret pour les habitants et les infrastructures, car souvent il faut distinguer ce qui concerne les habitants et les infrastructures. Donc très concrètement, voilà, est-ce que vous avez eu des difficultés, lesquelles? Et puis on viendra après aux solutions, mais pour l'instant c'est juste un peu qu'est-ce qui s'est passé et voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Aurélie Mézières, maire de Plessé. Donc je vous emmène un peu plus loin de Marseille, on va remonter vers le nord, en Bretagne, donc un pays d'eau aussi. Avec le pays de Redon. Donc,
Redon Agglomération, c'est 31 communes sur 3 départements et 2 régions. Donc les notions de coopération, on les connaît bien. Et nous étions en janvier 2025, vous avez dû voir les images tournées en boucle à la télé, particulièrement sur Redon et Saint-Nicolas-de-Redon. En fait, on était 9 communes dans la zone Vilaine-Aval à être touchées par les inondations, plus ou moins de façon importante. Donc, en effet, Redon et Saint-Nicolas-de-Redon, qui sont 2 communes qui se touchent, ont été particulièrement touchées, mais il y a eu d'autres communes aussi. Ce qui s'est passé, c'est que on est presque arrivé à la crue centenale avec une digue donc qui ça a débordé et on a eu à peu près 750 habitants qui ont été évacués. Heureusement, on déplore aucune victime, donc nous avons tous déclenché nos plans de communaux de sauvegarde et comme quoi c'est vraiment très important d'avoir cette culture du risque, mais ça viendra plutôt dans les solutions. On a vu qu'il y avait une grande zone commerciale à Saint-Nicolas-de-Redon, dont je fais un peu, enfin c'est pas de la pub, mais bon voilà, il y avait un immense Leclerc qui a été complètement submergé. On voyait plus, il y avait plus d'1,80 m d'eau à peu près partout. Donc les conséquences, elles ont été importantes. Hein. C'est 200 salariés, c'est plusieurs millions d'euros de pertes. Autant de personnes, alors avec toutes les zones autour des entreprises, c'est presque 300 personnes en chômage technique. Et au niveau des assurances, ça a représenté, j'ai les chiffres de la Caisse centrale de réassurance qui a estimé entre 130 et 160 millions le coût des dégâts. Donc là, ça s'est vite quand même organisé. Les assurances, enfin en tout cas toutes les antennes étaient là pour faire le lien entre avec les communes, avec les habitants. On a entre 6 et 8 000 dossiers qui ont été ouverts. Le dispositif catastrophe naturelle, voilà, on a pu tous l'activer. En tout cas, les ministres qui sont venus ont répondu à notre appel de le déclencher. Voilà, donc les causes de tout ça, de ces inondations, c'est aussi, elles sont multiples. La digue qui était du côté de Saint-Nicolas et Redon, en fait, a très bien marché d'un côté. Les aménagements qui avaient été faits ont extrêmement bien marché. De l'autre côté, ont moins bien marché. Pour autant, on voit bien que sur le pays de Redon, et là, c'est pas maintenant, mais c'est des décennies de décisions qui ont été prises. Il y a la moitié des zones humides qui ont été détruites. Le bocage a énormément régressé. L'urbanisation s'est faite en partie sur des zones d'expansion de crues. Donc tout ça, il y a des solutions qui ont été amenées et on y reviendra après. Mais pour autant, ça n'a pas fonctionné et du coup, on se retrouve avec des dégâts considérables. Et en tant que collectivité, là, je parle au nom de mes collègues que je représente aujourd'hui, on a ces difficultés justement à accélérer, parce qu'en fait on a des gens, nous, les maires, on est entre les bâtiments communaux qui peuvent être touchés nous-mêmes en tant que collectivité et les habitants qui sont touchés, nous on est à cette interface entre les assurances, les habitants qui sont sinistrés, et ils viennent vers qui? Ils viennent vers nous pour trouver des solutions. Donc voilà, tout ça c'est compliqué, mais je pense qu'on y reviendra dans un deuxième temps. Ça c'est les difficultés qu'on a nous, entre les gens qui sont dans des zones à risque. L'urbanisation, elle est là. Donc, comment on fait et qui se retrouvent avec des contrats qui sont, dont les franchises augmentent. Nous, on voit bien dans les collectivités les annulations, ou en tout cas, on nous dit c'est plus 40%. Moi, j'ai pris plus 40% sur certains contrats quand ils ne sont pas annulés ou quand on fait des marchés publics, quand on arrive finalement à trouver des gens qui répondent. Voilà. Mais on a des solutions. Oui, mais juste sur ce qui s'est passé, de ce que tu dis, quand même, le système a été plutôt réactif. Alors oui, ça a été réactif. C'est pas l'image qu'on en a toujours en France. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est un événement récent. Tout à fait. Je ne sais pas ce que... En fait, on n'a pas le recul. Mon collègue Sébastien nécessaire. va dire, mais moi j'avais l'impression, donc ça va me permettre de faire la transition avec lui, que côté Roya, ça avait été quand même nettement moins
rapide. Alors, les dégâts sont absolument énormes, hein. Il se trouve que j'animais une table ronde hier avec Louis Nègre sur les questions de transport, mais il avait le bilan de toutes les infras. Pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, tu vas peut-être le dire, mais là, ça a été, en termes d'infra notamment, ça a été complètement catastrophique. Mais voilà, c'est intéressant de voir. Donc, on en reste juste à les leçons du passé, enfin, comment ça s'est passé, mais peut-être aussi en évoquant les infras. Oui, merci. La commune de Breil-sur-Roya et puis la vallée de la Roya, mais aussi d'autres vallées des Alpes-Maritimes ont effectivement été très lourdement touchées par la tempête Alex dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020. Un phénomène de crue torrentielle dans des vallées qui sont particulièrement encaissées, dans lesquelles on a aussi de forts dénivelés qui donnent une puissance supplémentaire au cours d'eau et qui a provoqué donc des dégâts considérables qu'on estime à l'échelle des 3 vallées qui ont été touchées à 1,5 milliard d'euros, ce qui en fait, selon les experts de l'État, la plus grande catastrophe en termes de dégâts matériels en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Pas heureusement en termes de dégâts humains, même s'il y a un bilan qui est quand même important, avec 18 morts, dont 3 sur ma commune de Breil-sur-Roya. Nous avons donc subi, pour parler de façon plus précise de la commune de Breil-sur-Roya, des dégâts importants. On a 25 millions d'euros de dégâts sur les infrastructures communales qui se répartissent à peu près autour de 10 millions pour les biens assurés, c'est-à-dire principalement les bâtiments, et 15 millions d'euros sur les autres infrastructures, notamment les routes, les ponts, les équipements sportifs de plein air. Nous avons également 8 habitations, plus un hôtel, plus le camping municipal qui ont été entièrement balayés, une vingtaine d'autres habitations qui ont été inondées, 44 arrêtés d'évacuation que j'ai dû prendre au lendemain de la tempête Alex, parce qu'à ce phénomène de crue torrentielle s'est ajouté un phénomène de mouvement de terrain qui a touché notamment le centre historique du village et qui fait que beaucoup d'immeubles ont dû également être évacués et vont devoir faire l'objet de travaux très lourds. On a 20 habitations, 20 propriétés qui sont passées en fonds Barnier, c'est-à-dire qui ont été rachetées par l'État en vue d'être démolies, et sans doute environ le même nombre qui ont d'ores et déjà subi des travaux de réparation. Sur le volet particulièrement des assurances, nous avons constaté pour la partie inondation finalement une multitude de situations spécifiques. On ne peut pas dresser une règle générale, les assureurs ont joué leur jeu ou ne l'ont pas joué. Il y a des dossiers qui se sont très vite soldés et très mal, il y en a qui sont très vite soldés et très bien, il y en a qui sont toujours pas soldés, qui sont maintenant devant les tribunaux au moment où on parle. Et puis, bon, il y en a pour lesquels ça a pris le temps, mais on a eu des issues favorables. Donc, on a un peu tous les cas de figure s'agissant des particuliers. Pour les inondations, en revanche, pour les mouvements de terrain, on a un large consensus de tous les assureurs pour dire que ça n'a aucun rapport avec la tempête Alex, quand bien même on a eu un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain de la tempête Alex. Et donc là aussi, il y a un certain nombre de procédures qui sont devant le tribunal administratif, y compris une procédure qui va bientôt être intentée par la commune de Breil-sur-Roya contre son assureur de l'époque. S'agissant des biens publics communaux, nous avons eu des difficultés à obtenir une indemnisation correcte. Sur les mouvements de terrain, on n'a toujours rien eu, puisque ça n'a pas de rapport avec la tempête Alex, je vous rappelle. Mais en revanche, pour le volet inondation, on a finalement trouvé une entente avec une indemnité de 6 millions d'euros qu'on a perçue en 2024, en 2024. Et quelques semaines après, notre assureur a résilié l'intégralité de nos contrats d'assurance au 31 décembre donc 2024. On a lancé une procédure de marché public et on s'est rendu compte en fait aucun autre assureur n'acceptait de nous couvrir. Alors même qu'en 4 ans, on avait fait énormément de travail pour rendre notre commune plus résiliente par rapport à avant. C'est-à-dire, on a fait, peut-être qu'on y reviendra dans les solutions, mais c'est vrai que c'était en plus un sentiment d'injustice de notre part de se dire au moment où on est le plus résilient sans doute de notre histoire, c'est là qu'on n'arrive plus à s'assurer. Et le backup État, il a fonctionné ? Enfin, collectivité locale, parce que hier, Louis Nègre évoquait quand même des grosses
indemnisation par la métropole et par l'État. Il y a quand même eu aussi des choses de ce côté-là? Alors la partie des biens qui n'étaient pas assurés ont été couverts par l'État au titre de la dotation de solidarité. La commune de Breil, qui par ailleurs est une commune qui est inscrite au réseau d'alerte des collectivités, a bénéficié d'un taux de financement de 90% sur à peu près 10 millions d'euros de dégâts sur les infrastructures de l'État, 90% de l'État sur les infrastructures routières principalement. Il y a malgré tout un angle mort entre ce qui est éligible à la dotation de solidarité de l'État et ce qui est assuré, c'est principalement les infrastructures sportives de plein air, les terrains de foot, les terrains de tennis, les promenades, les parcours de santé. Tout ça, pour le coup, c'est pris en charge par personne. Donc évidemment, on se débrouille pour trouver des subventions, mais il y a quand même un gros angle mort. Et bien sûr, on a pu bénéficier de subventions, notamment du département, de la région. On n'est pas dans la métropole s'agissant de la vallée de la Roya, mais chacune de ces collectivités avait aussi des dégâts considérables sur ses propres infrastructures. Le département des Alpes-Maritimes, c'était à peu près comme la métropole, autour de 250 millions d'euros de dégâts sur les routes. La communauté d'Aglo, c'était 60 millions d'euros de dégâts sur les berges des cours d'eau, sans parler des stations d'épuration, des réseaux d'eau, d'assainissement. Donc voilà, chaque collectivité a fait jouer la solidarité, mais chaque collectivité avait aussi ses propres dégâts sur ses propres infrastructures. Et juste une question avant de passer à la suite. Tu as le sentiment, d'une part, d'être exsangue financièrement, ou est-ce que les choses commencent à se tasser? Alors, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent pour des communes et des collectivités de petite échelle, quoi. Alors, c'est effectivement des sommes tout à fait considérables qu'on doit investir aujourd'hui. Là, ça fait 2 années consécutives où on dépense plus de 6 millions d'euros dans l'année. Avant, notre budget d'investissement, c'était 1,3 million, 1,5 million par an. Donc, on est sur des budgets hors normes. Fort heureusement, on a globalement les recettes en face de nos dépenses. C'est-à-dire, on a des subventions, on a eu l'indemnité d'assurance sur la partie inondation, on a eu malgré tout aussi des dons, de la solidarité qui s'exprimait. Donc notre difficulté, c'est pas tant de faire face aux dépenses d'investissement pour la reconstruction que de faire face à toutes les dépenses de fonctionnement, puisqu'en réalité, très grosse augmentation des cotisations d'assurance, très grosse augmentation de toutes nos charges de gestion courante, et c'est pas propre à nos communes sinistrées d'ailleurs, mais aussi perte de beaucoup de recettes du fait de la tempête Alex, puisqu'on avait un camping municipal qui nous rapportait 100 000 euros par an, il a disparu. On avait des logements qui nous faisaient rentrer des loyers, on les a perdus. On a perdu de la taxe foncière avec les habitations qui ont été détruites. Et finalement, c'est plutôt au niveau du budget de fonctionnement aujourd'hui que c'est compliqué. Et deuxième sujet en 2 mots, c'est toutes ces subventions que nous avons pour reconstruire ont un gros inconvénient, c'est qu'elles sont versées une fois qu'on a payé les factures. Donc il faut qu'on soit en capacité d'avancer tout cet argent et malgré tout, et malgré toutes les aides qui sont déployées, on se rend compte qu'il n'y a aucun dispositif pour nous aider vraiment en termes de trésorerie à pouvoir simplement avoir un fonds de caisse pour avancer l'argent avant de percevoir les subventions auxquelles on peut prétendre. Merci beaucoup. Merci. On reviendra sur les solutions pour vous. On est dans les temps, là. Je pense que ça, voilà. Alors, je me tourne vers la technique. Du coup, normalement, nous avons en ligne Luc Bas, qui va s'exprimer en anglais d'ailleurs, hein, Luc, même s'il parle plutôt bien le français. Donc, je pense que ça vient. J'attends. Voilà. J'espère que vous m'écoutez. Absolument. Tu m'entends aussi, super. Luc? Et quel grand écran là pour moi, merci. Ouais. C'est un vieux complice, Luc. On s'est connus il y a très longtemps. Il a toujours travaillé avec les collectivités. Maintenant, il est plutôt tourné vers les assurances. Mais voilà, on avait déjà travaillé ensemble à Liège. Et donc, je te donne la parole pour un peu votre point de vue, à la fois intéressant parce qu'il est à Bruxelles et un peu européen. Mais okay. Je sais que j'ai prévu que tu parlais en anglais. Hein. Non, je vais commencer en français parce que... Formidable. Mais je vais continuer en anglais parce que je peux m'exprimer beaucoup plus nuancé en anglais. Mais commencer à m'excuser d'être pas entre vous et voilà, et de le faire en anglais en fait. So I'm going to switch to English. I'm sure there's good translation and I also think it internationalizes your event even a bit more if I do this in English. The studies and the reports that we do at CERAC, which is a Belgian
independent center to do climate risk analysis are actually done in English because much of the literature is in English. And then, of course, we translate this to French and to Dutch, as this is obviously a logical thing to do in Belgium and even a legal requirement. But much of what is going on is actually in English and available in English. And that means our risk assessments and all the documentation, scientific documentation, is in English. And so that's why we do that in English. So just as a note why I'm talking to you in English. There has been a lot of very good information already from the previous speakers, so I will try not to repeat. What I would like to add, though, is that much of what we discuss here can also translate into novel sources of funding. And not just in what we have been doing in the past with doing limited disaster funds and so on and so forth. If you look at this disaster cost, and it was mentioned, I think, by the local communities that were explaining how they were assessing the cost. I remember, and of course, former Minister Henry will speak to it later, I'm sure, the first estimations of the cost were 2.5 billion of the flooding in the Vesdre in Belgium. And of course, because all the cascading effects, this has been already now, it's been up to 5 billion in total. And who knows where we will find other indirect effects, financial effects. So it goes much broader than even just only the reconstruction, which, by the way, is one of the big challenges. A second element I wanted to add is that CERAC, this center, was founded because of those floods. So yes, you need a crisis, you need a disaster to make a decision. The current government, the new government in Belgium, federal government, is continuing the necessity to assess these risks better, because if you do not know where and how the vulnerability and the exposure is the highest, then of course adaptation plans and even risk premiums and risk indicators for different premiums of insurers are also not even possible. So that assessment is clearly still seen as a very important element of work of this new government in Belgium, although the center was founded by the previous one. Another element to this is that we advise the National Security Council. We still have to produce our first recommendations, and that means we have to translate the challenges from what they are, from the financial, but also from the health impacts, and obviously from the macroeconomic impacts that these more frequent and more intense events that will come will have. We have to bring this to a security agenda, and this is not, Belgium is not new in that decision, although the center having this mandate is a special mandate. But this is a debate that is also emerging at the European level. And of course, I have not been able to follow the previous discussions from European input, but the EU preparedness strategy that was just released this week is an immense opportunity to understand that resilience and security are hand in glove, and that the resilience against the climate change that is inevitable, unfortunately, even in the most positive mitigation scenario, we are confronted with more frequent and more intense events, that this is part of a resilience agenda, and that even spending, and this is one of the novelties that one could consider, spending in the defense mechanisms and into defense, as we are all discussing at the moment, where billions are being freed up for good reasons, I don't even want to discuss it, that the resilience of our military goes together with the resilience of our civil society and the civil preparedness. And that therefore, any of those spendings can also be considered to be part or to be combined, and to make sure that the infrastructure is resilient. And yes, that will be to the interest of the defense spending at this very moment. So there is an opportunity to translate and to have the angle of security combined. A second element to this is that apart from insurance, another insurance is that when people are struggling, they will need help. And the civil protection mechanisms, definitely not in Belgium, are not strong enough to carry this. So again, it goes to the military and needs to be prepared to actually do this. And this is not just some thinking from our center. In Germany, as you may know, the 500 billion that will be invested now in resilience and defense
1/5 of that is reserved for climate action and dominantly adaptation. So that's 100 billion that Germany has set aside to add that part of the resilience agenda to their huge defense investments that are happening now. So that's one element to add. A second point back to insurance. Today, Assuralia, the Belgian insurance umbrella, has released a climate damage monitor, which is going to the local level and is looking at the last 10 years, how the damage has evolved. That information coming from the insurance sector is super important for us as a center to do our assessments, but it will also help to inform the government here in Belgium that has a specific line or a paragraph in its government agreement in which the regulatory framework needs to be adapted to the new reality. And this is to, in one way also to protect the insurance sector, but ultimately it will come down to a NatCat regime in which, with the augmentation of the damage that is to be foreseen, that much more will go back to public finance and the weight on public finance. Private investment can help at the start. There was a loan of 1 billion in Belgium, and again, Minister Henry will maybe point to that. That was to help and get the reconstruction done immediately. But this kind of context of how you distribute between the insurance sector and the public sector is of huge importance. And to maybe conclude in this first phase, and maybe I have a second opportunity to come in if there is a question, we are studying with our Federal Economic Planning Bureau specifically the cost of not doing adaptation or not doing enough adaptation. And through that, you want to see what is the impact on public finance and therefore make a very strong economic and financial argument for all the governments in Europe in a context, of course, of the EU to invest much more from the different sectors. So it should actually not be a separate fund. It should be what is the famous, so-called famous mainstreaming of adaptation in all sectors. And for us then, as a center, to make the proof that these are worthwhile investments to avoid higher costs in the future. Merci Luc. Je retiens, on avait déjà échangé ensemble, donc je n'ai pas appris en t'écoutant, mais je retiens un point qui est intéressant quand même dans ce que tu disais, c'est cette affaire du lien entre climat et défense. C'est pas spontané, et en même temps, on voit bien quand on y réfléchit que quand on fait un gros effort de défense, y compris pour éviter la vulnérabilité des territoires, poser la question de la défense est une très bonne question. Et ça n'est pas du tout opposé. Moi, j'ai une question vue de Belgique, parce qu'on va aussi se la poser en France, ça a été déjà posé tout à l'heure. Comment tu vois le chiffre, le partage entre ce que peuvent faire les États et ce que pourrait faire l'Europe en tant qu'Union européenne? C'est une question au fond de subsidiarité, quoi. Qu'est-ce qui doit remonter et qu'est-ce qui ne doit pas remonter à l'Europe? Well, it's clear, I think it has been said earlier by the colleague of Insurance Europe, that the European Solidarity Fund is in the European climate risk assessment, in their economic and finance assessment that they did in one of the 5 systems in the European climate risk assessment, which should be the basis for all of us to make a national assessment worthwhile. It is the European Solidarity Fund that is at the highest risk, and it wasn't enough in 21, in 22 and 23. It has been increased, and it will have to be increased as part of the big financial framework, multi-annual financial framework discussion, so the European budget discussion that is actually happening at the very moment. It should be, that's the Solidarity Fund to cope with the disasters, but it should at the same time, and also with the European Adaptation Plan that's in the making to be released next year in 26, it should be clarified how sectors will do things differently, because that's often what it is. The adaptation is not only doing things additionally, it's doing things very differently, and to be more resilient for the future, and therefore have allocating an allocation of adaptation measures or adaptation investments in the different parts of this EU budget. So the European Solidarity Fund definitely needs to increase. Europe is all about solidarity. But yes, I think that is where a lot of attention should go. And again, the case needs to be made for these investments being very good return on investments, because that is where I think the rubber hits the road. You need to make the case that this is
good investment, better than to wait and not do it at all. Merci. Tu avais souhaité qu'on ait fini à midi. Tu vois, il est midi pile. Je reste avec vous. Ah bon, ok. 15. Je ne sais pas si quelqu'un à la tribune veut poser une question à Luc, sinon on va enchaîner. Simplement, moi, j'en profite à ce moment-là pour glisser à Philippe, mais il l'a peut-être aussi en tête, ce que je dis chaque fois, je l'ai dit dans d'autres. Je pense, pour avoir été chargé de tous les fonds européens en Europe, enfin en France, les fonds européens en France du point de vue des régions, il y avait ce fameux earmarking européen, et on nous disait mettez le paquet sur l'atténuation. Je parle de la dernière programmation, hein, je ne remonte pas à 50 ans. La question de prendre en compte l'adaptation, voire les modifications, comme vous le dites, comme une priorité presque équivalente à l'atténuation dans les fonds structurels européens, c'était zéro. Zéro. Le mieux, c'était effectivement l'atténuation. Donc il y a un vrai sujet sur... il y a évidemment la solidarité européenne, ça c'est un sujet, mais il y a aussi tout ce qui permet des politiques positives et pas simplement de solidarité. Donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Maintenant, je vais me tourner vers les assureurs. Hein. Voilà, je vais commencer par François Naèvre. Pardon. Ouais. On a un peu aussi échangé. Hein. Au fond, vous avez votre message, et je trouve très intéressant, c'est faut qu'on arrive à concevoir un peu différemment la question de l'assurabilité. Et votre approche m'a paru intéressante à partager, parce qu'on est face à des enjeux tels qu'il faut peut-être change our mind. Ben, on est un peu poussé par ce thème de la conférence, quand même. Ça fait 2 jours qu'on est là sur l'adaptation. Et donc, comment est-ce que des compagnies d'assurance pensent l'adaptation ? Là, on a eu 2 exemples de catastrophes historiques et d'événements passés. Moi, il y a un premier message que je veux dire, c'est que les assureurs pensent au futur aussi et contribuent beaucoup aux travaux sur l'adaptation. Alors, premièrement, ils pensent au futur parce que le régulateur leur dit il faut que vous fassiez des stress tests et on veut voir si vos portefeuilles résistent. Donc ça, c'est peut-être un point que vous pouvez rajouter sur la partie Europe aussi, parce que c'est pas Solva 2, c'est autre chose. C'est le régulateur. Une logique type banque. Oui, alors l'ACPR en France fait faire aux assureurs des stress tests. Les banquiers font aussi des stress tests sur leur portefeuille en se disant si je regarde les risques physiques sur mes actifs, sur les actifs que je finance, mes portefeuilles de crédit immobilier vont évoluer comment ? Et mon taux d'impayé va évoluer comment ? Nous, assureurs, on se pose la question de savoir, à horizon 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, comment vont évoluer les territoires qu'on assure. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'on est poussé par nos autorités de contrôle à faire des calculs prospectifs. Et quand vous regardez les cahiers d'acteurs récemment sur le plan national d'adaptation, vous savez que l'État, avant de publier son PNAC, l'État a proposé à des acteurs de contribuer. Et les cahiers d'acteurs sont toujours en ligne. Et vous voyez que le secteur de l'assurance a beaucoup contribué à ce plan national d'adaptation. Et vous voyez que la question de l'assurance, elle se pose très très vite. Dans les 5 premières questions du PNAC, la question de l'assurance se pose très très vite. Et on relie ça en fait au sujet de la sécurité. Assurer la sécurité des Français, ça passe par réfléchir, contribuer à maintenir le système d'assurance qui, on l'a vu, fonctionne. Voilà. Alors parfois il y a un peu de grains de sable dans les rouages, mais globalement il fonctionne. Et en France, on a le système, je pense, qui est quand même le plus favorable du monde. Maintenant, quand on projette ça, en fait, on ne peut pas passer à côté de la notion systémique du territoire et la résilience systémique du territoire. Et nous, on a créé AXA Climate, une filiale d'AXA, pour penser ça et pour dire je ne peux pas réfléchir de manière isolée avec d'un côté l'assurance des agriculteurs, de l'autre l'assurance des habitations, encore de l'autre l'assurance des entreprises, des PME, et encore de l'autre l'assurance des collectivités, avec des systèmes qui ne se parlent pas du tout.
on doit pouvoir réfléchir à la résilience globale d'un territoire et projeter cette résilience globale, cette résilience systémique du territoire, et voir les liens qu'il y a entre les acteurs sur le territoire. Un lien qu'il y a entre... si on se projette dans le futur, les inondations, les épisodes extrêmes sont très très difficiles à modéliser. Il faut quand même garder beaucoup d'humilité sur trouver des fréquences très très précises d'inondation. Mais la sécheresse, on y arrive quand même très très bien. Et la ressource en eau, on y arrive aussi très très bien. Donc quand vous pensez la ressource en eau sur un territoire, nous chez AXA Climate, on va essayer de faire les liens entre tous les acteurs et de dire on ne peut pas réfléchir isolément à l'assurance, à la résilience, si on ne met pas tous les acteurs dans une même vision du risque. Parce que l'agriculteur, il a un job où il doit puiser de l'eau. Le réchauffement climatique va faire qu'il va devoir en puiser davantage, mais le territoire aussi a besoin d'eau pour d'autres activités, pour arroser par exemple le terrain de foot, pour un certain nombre d'activités, pour faire tourner une usine. La plupart de nos industriels ont besoin d'eau. Pour faire tourner une centrale, on a besoin d'eau. Donc tous ces liens mis à jour et projetés dans le temps, on pense que ça va permettre à des territoires de s'organiser en termes de résilience. C'est pas du... parce que quand vous m'avez dit ça, d'expérience d'élu régional notamment, je me dis c'est formidable, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est pas du wishful thinking. Vous avez des exemples de gens qui commencent à se dire allez, on va vraiment se parler, parce que chacun a tellement intérêt à défendre ses propres intérêts. Dans le Dunkerquois, par exemple, les gens se parlent réellement entre eux. Et il y a réellement, alors les épisodes d'inondation à Dunkerque, peut-être poussé, quoi. Ça a beaucoup poussé. Regardez les publications de l'ADEME, en fait, partout où on pense adaptation, il y a un déclencheur, partout. Voilà. Il y a une publication qui est excessivement bien faite par l'ADEME sur le parcours de l'adaptation, parce qu'on parle de ça, on parle d'adaptation. Ça commence toujours par un déclencheur. Le déclencheur, c'est potentiellement un événement, un gros sinistre, quoi. Ou alors c'est une région qui a été privée d'eau pendant un certain temps. Ça passe un peu sous les radars de la sinistralité, parce que ce n'est pas assuré, la sécheresse. C'est une intervention de l'État, éventuellement, mais c'est un événement déclencheur. Et à ce moment-là, vous commencez un parcours d'adaptation qui commence par un diagnostic. Aujourd'hui, pour rester vraiment en position d'humilité, on est en diagnostic. Donc on pose un diagnostic. À la différence des diagnostics précédents, nous, on pose un diagnostic projeté. Donc on vient poser sur un diagnostic de la ressource en eau des scénarios du GIEC, des données prospectives de météo, de climat, et on va montrer l'évolution de ce territoire. Alors, je vais juste faire une petite pause pour poser la question à nos deux élus. Juste la réponse en 30 secondes. Vous pensez que votre collectivité, pas la commune, mais l'aire de type communauté de communes ou vallée, sont capables de rentrer dans ces démarches qui sont vraiment synthétiques, hein. C'est-à-dire vraiment, il faut que tous les acteurs acceptent de se parler. Et de chacun faire des pas vers l'autre, parce qu'il y aura des concessions nécessaires. Hein. C'est pas seulement se parler. Hein. Alors j'ai envie de dire que non seulement on est disposé à le faire, mais on est demandeur de ce type de démarche. On a d'ailleurs eu un certain nombre d'actions consécutives à la tempête Alex qui faisaient office de retour d'expérience, mais aussi de projection dans les évolutions futures, et notamment pour l'urbanisation, pour les dispositifs d'adaptation. Peut-être qu'effectivement, ce qui manquait autour de la table, c'était les assureurs, parce que c'était quand même très public. Voilà. Vous allez voir avec AXA Climate. Ça a servi au moins quelque chose. Mais en l'occurrence, nous, on est demandeurs. Voilà. On est demandeurs de ce type de travail en commun. Merci. Et toi, Aurélie ? La réponse, elle est oui. Non, mais est-ce que... Oui. Mais oui, mais on le fait déjà, mais c'est là où il faut qu'on aille plus loin. Alors, je vais parler au niveau de l'agglomération. On est dans des documents, par exemple, d'urbanisme, en plan local d'urbanisme. Nous, on démarre le PLUI. On a eu le plan local de l'habitat. Enfin, tous ces documents d'urbanisme, on travaille déjà tous ensemble. Mais en fait, il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans le ensemble. En effet, je pense que les assurances, c'est capital que ça fasse partie des acteurs. Mais comme d'autres, il faut qu'on ait, je ne sais pas, moi, le bâtiment, par exemple, dans la rénovation, il manque beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de
connaissances qu'il faut avoir dans la rénovation ou dans ces nouveaux métiers qui vont sans doute arriver, ou en tout cas cette connaissance de bâtir autrement, eh bien, c'est pas le tout d'avoir les acteurs, c'est qu'il va falloir aussi penser à former ceux qui vont être en capacité de répondre, etc. Donc en fait, c'est vraiment une réflexion systémique qu'on doit avoir et clairement, je pense que les élus sont plutôt demandeurs aujourd'hui. Enfin, en tout cas, nous, sur le Pays de Redon, on l'est. C'est ce qui a été très juste là, c'est la formation. Désormais, nous, on passe un tiers de notre temps en formation. Il y a un tiers de l'activité d'AXA Climate qui est passée sur la formation. On a créé des modules de formation pour toutes les grandes entreprises, pour les collectivités. Il y a AXA France qui a subventionné des contenus de formation et qui a créé un site qui s'appelle Ma Commune en Action, où des contenus de formation à destination des élus sont mis à disposition gratuitement pour les petites communes. Parce que quand on parle d'adaptation au réchauffement climatique, on est dans notre jargon, hein. On est quand même dans notre jargon. Oui, tout à fait. Adaptation ou atténuation, vous avez compris la différence, mais personne ne comprend la différence. Oui, absolument. On est entre nous en train de parler de trucs qu'on maîtrise, mais franchement, c'est hyper compliqué. Enfin, tester dans votre entourage proche, voilà. Et on voit bien que c'est des notions donc il faut former, il faut expliquer qu'un référentiel de crue, il faut peut-être le projeter à 2050 avant de construire une maison, parce que la maison, elle sera encore là en 2050. Et la crue en 2050, elle n'aura peut-être pas la même tête qu'aujourd'hui. Et les îlots de chaleur, ils vont évoluer. Et heureusement qu'il y a des collectivités qui font des plans climat, air, énergie, transition sur les grosses collectivités. D'accord. Il y a ces aspects-là qui sont dedans. Alors on va passer à notre... Alors je vais tout vous dire. Maintenant, ils ont devant eux un timer. Donc ça leur permet de savoir qu'ils croient qu'ils ont parlé depuis 2 minutes et en fait ils ont parlé depuis 8 minutes 30. Donc ça va peut-être permettre qu'on termine à l'heure. Mais l'intérêt, c'est que ça permet à tout le monde de savoir qui peut parler en quelques minutes. Alors je passe la parole à Bruno Lepoivre, qui est le directeur du programme Net Zéro des engagements sociétaux Pacifica Crédit Agricole Assurance, en fait, voilà, pour ceux qui, on va dire que vous êtes dans le grand groupe Crédit Agricole. Bon, j'ai une première question qu'on tourne là autour, et là, votre expérience est importante. Est-ce que, en se projetant, encore une fois, parce que c'est ce qu'on fait là, maintenant, on se projette, hein, est-ce que l'assurabilité, elle est encore possible? Et à quelles conditions? Alors, avant de se projeter, juste, j'avais envie de partager quelques chiffres pour que vous ayez en tête ce que représente l'activité climatique pour un assureur généraliste. Alors, on n'est pas une filiale spécialisée, on a un assureur généraliste. En habitation, 5 millions de contrats, ça fait 500 000 sinistres par an. Et sur les 500 000 sinistres, il y en a en gros entre 200 et 300 qui sont d'origine climatique. Donc, 200 à 300 000 qui sont d'origine climatique. Donc, vous voyez, la partie climatique est super importante. Et en gros, c'est plus d'1 an de résultat, quoi. S'il y a plus ou moins une tempête, c'est la totalité du résultat de la compagnie qui se joue. D'où la nécessité d'avoir des programmes de réassurance, parce que sinon, il n'y a pas de soutenabilité pour un dispositif d'assurance. Et pour certaines lignes, on est très impliqué sur l'agriculture. J'aimerais bien qu'on parle un peu d'agriculture. Là, les risques climatiques, c'est 100% des contrats d'assurance récolte. On est assureur des forêts, c'est 100% du risque climatique, si on ajoute l'incendie. Donc, c'est vraiment un gros sujet de préoccupation. Sur votre question de l'assurabilité, tout à l'heure a été évoqué le fait qu'un quart simplement des habitations étaient assurées, mais pas en France, hein. En France, on est à 98% de maisons assurées. On est le pays d'Europe le mieux assuré. Le Protection Gap, qui avait été travaillé par l'EIOPA et la Banque Centrale Européenne, a montré que le dispositif français était quand même très, très résilient. Et il faut s'en féliciter. Il faut être vigilant à protéger ce dispositif qui est précieux, qui est un dispositif public-privé entre assureurs et CCR, qui a été évoqué tout à l'heure, et voilà, qui est un bien commun à protéger. Alors, est-ce que l'assurabilité est garantie? Aujourd'hui, nous n'avons aucune zone d'exclusion. C'est notre pratique. Je ne sais pas ce que font tous les assureurs. Nous, c'est notre pratique. Il y a 0 endroit en France où on refuse d'assurer une habitation. Et c'est vrai pour les agriculteurs. On assure toutes les cultures dans tous les départements.
Et je vous assure qu'il faut un peu de courage pour faire ça, je me permets de le dire, parce que ce n'est pas des activités super rentables. Hein. Assurer des abricotiers dans la vallée de la Drôme ou autre, quand ils grêlent 1 an sur 2, ce n'est pas rentable. Et donc voilà, il faut se tenir dans la durée. On a la particularité d'être un assureur adossé à un groupe bancaire très territorial. Donc on a quelque part, nous, une exigence de présence territoriale, partout et tout le temps. Donc ça, c'est un peu notre mindset. Aujourd'hui, l'assurabilité n'est pas franchement mise en péril en France. Si un assuré ne trouve pas d'assurance habitation, il peut se tourner vers ce qu'on appelle le Bureau central de tarification, qui est un organisme d'État qui va tarifer le risque et obliger un assureur à prendre le risque. Aujourd'hui, en habitation, alors en automobile, c'est de plus en plus le cas, parce qu'il y a un problème de non-assurance en automobile, mais ce n'est pas notre sujet. En habitation, c'est une dizaine de cas par an. C'est rien. Donc on a la chance aujourd'hui d'être dans un pays qui a un bon niveau d'assurabilité. Est-ce que ce sera toujours le cas? J'espère que oui. Pour ça, il y a un principe qu'il faut maintenir, c'est le principe de mutualisation. Alors, sans rentrer dans la technique, c'est le principe qui fait que des assurés vont mettre en commun leurs risques et payer une prime qui correspond au vrai niveau de risque qu'ils portent. Et ce risque, cette collectivité qui est gérée par l'assureur, permet l'indemnisation. Aujourd'hui, avec la data, on a de l'information qui fait qu'on peut casser la mutualisation. Et il peut y avoir des startups, des compagnies qui disent « moi, je ne veux prendre que les très bons risques au détriment des autres ». Ce n'est pas du tout notre politique. Et je pense qu'il faut veiller collectivement à cette mutualisation. C'était une des préconisations du rapport Langrenet, d'ailleurs, de créer un observatoire de l'assurabilité en France qui permet de voir quelles sont les zones qui sont assurables ou pas. Petit exercice à faire, si vous voulez savoir, vous allez dans certaines zones et vous faites des devis sur Internet pour une habitation. Vous avez des assureurs qui répondent toujours, et puis vous avez quelques assureurs qui disent « allez voir votre agent général ». En général, c'est qu'ils n'ont pas très envie de prendre ce risque. Merci. Je voulais vous poser une autre question, mais il y a Luc qui voudrait intervenir. Alors, il est encore là, Luc, parce qu'il devait nous quitter. Luc, est-il là? Luc Bas, parce qu'on a communiqué par SMS, mais il est peut-être parti. Vaya, il est parti. Non. Parce qu'il devait quitter à 12h15, mais il voulait réintervenir. Alors, je sais un peu ce qu'il voulait dire, et je crois que c'est une question qu'on a à se poser, qui est vraiment la question de l'égalité des chances, l'impact social de tout ça. Et moi, je suis, juste à revenir sur ce que vous dites un instant, je me permets de le faire à titre personnel. Il se trouve que j'ai beaucoup voyagé en Chine, et que je connais assez bien la Chine. Je suis très frappé de l'impact de ce fameux crédit social. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est que tout Chinois a maintenant une carte où il sait exactement comment il est coté socialement, selon qu'il a. Eh bien, alors, sur l'assurabilité, c'est totalement lié. C'est totalement lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez présenter votre carte de crédit social pour tout processus d'assurance. Et c'est terrible, parce qu'il n'y a plus aucune mutualisation. C'est strictement, et comme le crédit social est vraiment totalement individualisé, c'est hallucinant. On est sorti dans le pays communiste, on a l'individualisme le plus plat. En fait, la dialectique, c'est mutualisation versus responsabilisation. La responsabilisation, c'est payer le juste prix de mon seul risque. Voilà, et indépendamment de ce qui se passe aux alentours. Et aujourd'hui, il peut y avoir, avec la donnée, l'analyse de données, une tentation vers ça. Maintenant, la responsabilisation, c'est pas mal aussi. Ça permet aussi d'envoyer un signal prix, d'envoyer des signaux, des incentives, comme on dit, pour inciter à des bonnes mesures. Alors là, ça me repose, puisque malheureusement Luc me dit qu'il a dû partir, ça m'amène à ma deuxième question que je voulais vous poser. C'est le fameux, on le dit en anglais, mais on va le dire en français, reconstruire mieux. Reconstruire mieux. La logique, je le rappelle, sous votre contrôle, c'est quand même qu'en gros, on assure pour reproduire ce qui a été atteint. L'idée, ça serait quand même de faire mieux et différent. Et peut-être que c'est là
où il y a des mécanismes d'incitation forts, alors qui doivent aussi peut-être venir d'un changement de la loi et de la règle, qui est de reconstruire sur place les mêmes, ce qu'on évoquait à Liège, hein, qui était, en France, c'était dramatique. Des gens qui vous expliquaient, mais moi, je ne vais pas les reconstruire là, j'ai peur même. Donc, même si vous me donnez l'argent pour reconstruire là, je ne le ferai pas, parce que j'aurais trop peur. Comment on va là-dessus? Ça me paraît quand même un des enjeux majeurs de l'adaptation et du rapport entre assurance et adaptation. On peut assurer, mais il y a un moment où il faut que tout le monde prenne conscience que si on veut continuer l'assurabilité, il faut rebâtir différemment, me semble-t-il. Je ne sais pas quel est votre point de vue. Oui, cette question du Build Back Better, alors c'est dans le code des assurances. Hein, oui, c'est pour ça que je le disais. C'est réglementaire, on ne peut pas enrichir, le client ne peut pas s'enrichir grâce à l'assurance, il doit être reconstruit à l'identique. Maintenant, à l'identique, c'est dans les normes actuelles, donc on reconstruit dans les normes actuelles, mais c'est vrai que la question de fond, c'est est-ce qu'il faut reconstruire des passoires thermiques? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il faut reconstruire un bâtiment vulnérable à un endroit qui est très certainement sinistré? Il y a des pays qui ont des approches très radicales. Hein. Au Brésil, il y a des villages entiers qui sont déplacés suite à des événements en disant on ne reconstruit pas à l'identique, on ne reconstruit pas au même endroit. Donc cette question est ouverte, mais c'est une question de place. Pourquoi? Parce que reconstruire mieux, en termes d'intention, nous, on n'est pas maso, on ne va pas reconstruire en disant rendez-vous l'année prochaine puisque ça va retomber. Donc on a envie évidemment de reconstruire dans de meilleures conditions. Maintenant, le surcoût d'adaptation, le contrat d'assurance n'a pas été tarifé pour ça. Vous voyez? Et donc il y a vraiment une question de modèle économique que les assureurs doivent se poser, et ça doit être une réflexion de place, parce que si je reconstruis et je vais payer 10-20% de plus l'indemnisation pour reconstruire un bien résilient, et le client me dit merci, et je vais m'assurer chez votre voisin. Vous voyez, on a payé pour l'assureur voisin. Si tout le monde le fait, ça va. Si on n'est que quelques-uns à le faire, ça ne tient pas. Donc c'est une réflexion de place à mener, et là, le dialogue, il est super important. Mais oui, sur le principe, le Build Back Better est une très bonne chose. Puis reconstruire avec des matériaux issus de l'économie circulaire lorsque c'est disponible, etc. Je crois que c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on porte, nous, dans les conséquences de ça, et peut-être d'ailleurs plus largement. Et ça m'amène à reposer la question à Sébastien. Bon, moi, je n'ai pas connu la Roya, mais j'ai connu la Bérarde cette année. La Bérarde, pour ceux qui le savent, c'est le petit village qui est au cœur de l'Oisan, qui a été dévasté le 13 juillet, enfin je ne sais plus quand, mais laminé, quoi. Hein, et la route a été emportée. Il y en a c'est une route de montagne, mais enfin qui dessert quand même une station, enfin, le cœur du massif de l'Oisan. Donc c'est la Mecque de l'alpinisme. 15 millions d'euros, rien que pour une route qui est utilisée 4 mois par an. Donc, et puis objectivement, l'idée que reconstruire la Bérarde, c'est sentimentalement essentiel. Nous, les montagnards, on a tous baigné là, quoi. Et en même temps, c'est un peu fou, parce que c'est quand même 200 000 mètres cubes qui sont tombés en 14 secondes. 200 000 mètres cubes en 14 secondes. Donc, on se pose des questions. Et c'est un peu la même vision que j'ai de la Roya. C'est-à-dire, on se dit, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt je vais être caricatural, à tous partir et voilà, quoi, on arrête. On ne tente pas de remettre de la vie là parce que ça va recommencer. Enfin, c'est un peu la même question. Donc, comment on fait? Parce que je pense que personne n'a envie de quitter la Roya. C'est tellement beau. Non, évidemment, en termes de logique économique, et d'ailleurs on avait un préfet qui était délégué spécialement à la reconstruction des vallées, et chaque fois qu'il allait à Bercy, on lui faisait remarquer combien est-ce que ça coûtait par habitant. Parce que voilà, dans la Roya, c'est, on va dire, environ 600 à 700 millions d'euros pour environ 6 à 7 000 habitants. Alors, effectivement, en termes de logique économique et de pure rentabilité, on se dit vaut mieux pas reconstruire et on fait déménager toute cette population-là dans un quartier moyen d'une très grande ville où on pourrait reloger tout le monde, quoi. En revanche, la question que ça pose derrière, c'est quel est l'endroit réellement aujourd'hui qui est à l'abri des risques naturels et des effets du dérèglement climatique. Voilà. Parce qu'en réalité, on voit bien que où qu'on soit, on est soumis à un risque. Alors à un niveau de risque plus ou moins élevé, à des risques plus ou moins nombreux, mais malgré tout, on est à l'abri à peu près nulle part. Donc je pense qu'effectivement, le vrai enjeu, c'est l'adaptation, indépendamment effectivement de tout ce qu'on peut faire pour diminuer les effets du dérèglement climatique. Mais
sur l'adaptation, on se rend bien compte, effectivement, et c'était dit à l'instant, qu'il y a un sujet de financement. Parce que le président de la République est venu dans ma commune au lendemain de la tempête Alex, il a dit la reconstruction doit être résiliente et durable. Tout le monde est d'accord. Quels sont les dispositifs qui permettent de financer la reconstruction ? Les indemnités d'assurance. Or, évidemment, on est assuré sur la base de ce qui existait avant et donc on perçoit l'indemnité qui nous permet de reconstruire à l'identique. Les dispositifs de l'État de type dotation de solidarité, très bien. C'est calculé aussi sur la base d'une reconstruction à l'identique. Donc en réalité, on se dit quels sont les dispositifs qui financent réellement l'adaptation des territoires. Et le président de la République, le gouvernement, a mobilisé 150 millions de crédits exceptionnels pour financer la résilience d'infrastructures. Donc on voit bien qu'il y a un manque aujourd'hui dans les dispositifs de droit commun, à part le fonds Barnier, qui permet de délocaliser certaines habitations qui sont dans les zones trop exposées, on voit bien qu'on n'a rien qui est conçu pour financer la résilience. Et les crédits exceptionnels, on est très heureux d'en avoir bénéficié, heureusement qu'on a pu en bénéficier, mais en réalité, ça fonctionne parce que c'était une catastrophe historique, peut-être la première des très grosses catastrophes qu'on va avoir en France métropolitaine dans le futur. Donc finalement, quand ça arrive une fois tous les 10 ans, on peut le faire, mais quand ça arrivera peut-être dans le futur tous les ans, voire plusieurs fois par an, les crédits exceptionnels, à un moment, l'État dira finalement, le contexte budgétaire fait que là, c'est pas tout à fait possible de faire ce qu'on a fait pour la tempête Alex. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur le financement de la résilience. Et merci. Aurélie, c'est plutôt plus plat chez toi quand même. On peut imaginer que des gens se disent j'ai vraiment envie de rester là et simplement d'améliorer un peu ou alors de prendre des mesures collectives de type endiguement. Enfin, je sais pas, tu évoquais d'ailleurs des solutions tout à l'heure. Quel est l'état d'esprit et les pistes ? Alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. J'ai une collègue dans la salle, maire de Saffré, qui a régulièrement des inondations quand c'est une fois par an et quand ça devient 3 fois par an. Ça ne pose pas les mêmes questions. Donc, j'ai beaucoup aimé la notion de résilience systémique des territoires. C'est exactement ça. Il faut qu'on aille trouver des dispositifs. Donc, en fait, l'argent investi aujourd'hui, il va permettre justement de ne pas investir par coup comme ça ces solutions. Enfin, en tout cas, l'argent aujourd'hui sur l'adaptation qui sera investi est un gage pour l'avenir. Ça on en est tous d'accord. Après, nous, sur Redon Agglomération, on réfléchit aussi à la culture du risque. Je pense que c'est important. On parlait de formation tout à l'heure, donc il y a tout ce volet-là, mais pour lequel nous, on peut juste donner l'idée, on n'a pas la main. En tout cas, il y a la culture du risque et de aussi sensibiliser les gens qui sont dans la réaction, en fait, et ce qui est normal. On réagit par rapport à un événement, et c'est plus compliqué. En effet, ici, on est tous très, on va dire, culturellement, on comprend bien ce qu'est l'adaptation, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment comment on sensibilise les gens avec des outils simples aussi pour aller vers de l'adaptation, c'est-à-dire de partir de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. Il y a toutes ces notions, on travaille aussi sur toutes ces notions de justice sociale, parce que généralement, les gens qui ont les logements, alors pas tout le temps, peut-être pas là évidemment, mais si on parle de passoires thermiques, etc., c'est souvent les gens qui sont les plus vulnérables, qui sont eux-mêmes plus sujets à avoir des dégâts importants, en tout cas, ou avoir moins cette capacité. Ils pourront en effet peut-être juste reconstruire à l'identique, mais pas se permettre d'aller au-delà, alors que des gens avec des moyens pourront peut-être y aller eux et puis accepter ce surcoût. Et moi, je pose la question aussi peut-être à vous sur cette... On en a parlé sur une notable ronde, la réduction de la vulnérabilité qui n'est pas prise en compte aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on fait les efforts, est-ce que finalement ça pourrait être reporté sur nos contrats d'assurance ? Parce que on a fait les efforts, on reconstruit, on se dit qu'en tant que collectivité, peut-être on va mettre du budget en plus et l'État, etc. Et est-ce que ça a quelque chose, une solution qui pourrait être envisageable, ou en tout cas dans le bouquet des solutions ?
Alors, avant que vous répondiez, parce que j'y reviendrai, je voulais juste voir s'il y avait des questions dans la salle, quand même, puisqu'on a un peu de temps, pour une fois. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro pour notre ami? Voilà. Ici, là. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir. Vous répondre. C'est ici, là, en haut. Voilà. Il n'y en a pas d'autres? On répond à la question peut-être pendant ce temps-là. Oui, allez-y, oui, tout à fait. Votre question, c'est est-ce que les mesures de prévention, protection, d'adaptation du bien permettent d'avoir un impact sur le tarif du bien? Sur le principe, oui. C'est-à-dire que sur le principe, effectivement, si le bien, le risque est plus faible, le tarif doit être plus faible. Et inversement, si le risque est plus élevé, c'est le principe de responsabilisation que j'évoquais. C'est fait systématiquement pour les assurances pour les entreprises. Alors nous, on ne fait pas de collectivité, mais on fait des entreprises, on fait des agriculteurs, on assure des professionnels. Pour les agriculteurs, les professionnels, on commence par faire un bilan des risques et à recenser les mesures de prévention qui sont mises en place contre le risque incendie, contre le risque vol, contre le risque tempête, contre le risque inondation, etc. Et effectivement, en fonction du résultat de tout ça, la proposition d'assurance est faite et tient compte objectivement des mesures de prévention. Et dans certains cas, d'ailleurs, c'est aussi notre devoir de conseil d'être capable de dire non sauf. C'est-à-dire, non, on ne va pas vous assurer parce que là, vous avez un risque immédiat, majeur. Sauf si vous adaptez votre bien, si vous mettez des murs coupe-feu, si vous garez pas votre tracteur au milieu des boîtes de paille, ce qu'on voit encore, si votre atelier de soudure, il n'est pas à côté d'éléments inflammables. Vous voyez, des mesures de conseil de prévention. Ça, c'est notre quotidien quand on fait l'assurance. Donc, on tient compte des mesures de prévention. Pour les particuliers, c'est plus difficile. La prime d'assurance moyenne pour un particulier, c'est 300 € par an. Les mesures de prévention pour le risque inondation, ça pourrait jouer sur 1, 2, 3 €. Vous voyez ? Donc, je ne suis pas sûr que ça puisse être fait de façon aussi fine que lorsqu'on s'adresse à une entreprise. Merci. Et pourquoi pas ? Alors, il y a deux questions, en fait. Donc, on va prendre la première, puis après, on reviendra vers vous et on reviendra sur la salle. Bonjour, merci beaucoup. Arnaud Réau, donc architecte urbaniste à Nice et également élu au Conseil national de l'Ordre des architectes. Je me permets de prendre la parole parce que j'ai été intervenu auprès de la DDTM dans le cadre de la cellule bâtimentaire dans la tempête Alex. Donc on avait accompagné la DDTM et les élus pour, avec nos petits sacs à dos, aller faire le premier constat auprès des élus qui devaient gérer la crise. Et donc ça nous a permis d'avoir un vrai retour d'expérience sur les pathologies bâtimentaires suite à cette catastrophe. Ça nous a fait prendre, en tout cas en tant qu'architecte, une première décision qui a été de se dire que ce qui est intéressant, c'est de s'appuyer sur le réseau des connaissances locales, donc les architectes. On est 30 000 en France, on a la connaissance du bâti, et donc on peut accompagner en tout cas les élus dans ces moments-là. Et ça nous a fait acter une stratégie d'adaptation au niveau du Conseil national qui, en tout cas, nous permet à partir d'aujourd'hui d'accompagner l'ensemble des acteurs en cas de crise. Pour vous dire, on avait acté cette stratégie d'adaptation le 12 décembre. Le 14 décembre, il y a eu Mayotte, donc on a eu directement les pieds dans l'action. Redon, malheureusement, on ne s'est pas bien coordonné, mais on s'était rapproché du Conseil régional de Bretagne pour porter appui, mais la méthode n'était pas encore faite. En tout cas, on va s'organiser. Ce qui nous semblait en tout cas essentiel, c'est qu'effectivement, avec ce retour d'expérience qu'on commence à avoir, c'est qu'on se rend compte que la question de l'assurance est centrale. On se permet d'en parler parce que la question de l'assurance, elle est liée directement au permis de construire. Donc en tant qu'architecte, le lien entre l'assurance et le permis de construire est direct. Et ce qui nous semble important, c'est d'échanger sur le fait que la vision prospective, elle est nécessaire. Par contre, il faut éviter de tomber dans une sorte de cartographie d'un territoire qui serait ou non constructible ou non assurantiel, et qu'il y a effectivement un nouveau paradigme à mettre en place. Et je le vois donc pour être habitant des Alpes-Maritimes et travailler au quotidien dans la Roya avec des acteurs qui au quotidien essayent de se faire relever un territoire. Ce sont des territoires qui ont une histoire, qui font partie de la mémoire et qui justement serait très difficile de dire bah non, il faut se déplacer ailleurs parce que c'est pas possible, quoi.
Donc ce nouveau paradigme, il amène évidemment différents axes de travaux que je crois nécessaire en tout cas de travailler ensemble entre acteurs de l'assurance, élus, décisionnaires sur l'aménagement et les acteurs du monde de la construction. C'est évidemment se préparer et construire la mémoire du risque. Ça, c'est évidemment des choses qui sont déjà en place. C'est diagnostiquer, comme vous en parliez, mais c'est pas diagnostiquer seulement pour justement poser un cadre rouge, c'est simplement se dire d'avoir une vision prospective, et c'est d'inventer l'architecture de l'adaptation. Et ça nécessite très certainement, au regard de ce que vous dites, d'amener des textes transpartisans pour avoir une vision politique qui change de cette question de la reconstruction à l'identique, avec des outils très certainement à inventer entre architectes et assurances. En tout cas, nous, on se rend disponible pour échanger avec vous sur ces possibilités. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup quand les gens sont bonne volonté. Je ferai le point inverse tout à l'heure. Attendez, il y a une intervention, puis je vous redonne la parole. J'aime bien qu'on ait... Allez-y. Oui, bonjour, Romain Poivet, je suis en charge de l'engagement climatique pour la World Benchmarking Alliance. J'ai une petite question plutôt sur la bipolarité des assureurs, si on peut parler de bipolarité. Ça devient sérieux là. Hein. Ouais. À la mesure où on voit bien qu'il y a en effet des vrais problèmes d'assurance vis-à-vis des risques climatiques qui seront en constante augmentation. Mais d'un autre côté, il me semble qu'il y a un bon nombre d'assureurs qui continuent de placer l'argent pour soutenir des activités qui sont climaticides. Donc comment les assureurs gèrent cette bipolarité ? Ça, c'est une très bonne question, mais je ne sais pas si nos amis là peuvent répondre, mais on va voir, parce que c'est une question qui est posée à toutes les assemblées générales. Je vais citer un groupe que vous connaissez bien, qui est AXA, par exemple. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup l'occasion d'en discuter avec les grands patrons d'AXA à plusieurs reprises. C'est toujours compliqué, ce choix-là, si je peux me permettre, parce qu'ils disent tous les autres le font dans le monde entier, nous, on en fait moins que les autres. Donc, on est plutôt plus vertueux, mais comment on arrête ? On va tout perdre. Voilà, hein, en gros. Mais bon, on va voir s'ils peuvent répondre. Juste... Moi, ce qui me frappe dans nos débats, et c'est quelque chose que j'ai toujours vu dans ma vie, et d'autant plus que j'ai été au commissariat général du plan longtemps, c'est que, au fond, quand on réfléchit à la solution, on se dit qu'il faut accepter de penser le long terme dans des décisions qui, pour l'essentiel, sont prises sur le court terme. Et là, c'est vraiment la caricature. Ce que vous évoquiez les uns et les autres, c'est complètement absurde de se dire qu'on ne va pas mettre 20% en plus pour un truc qui ne pètera plus jamais. Mais pourtant, et réglementairement et financièrement, on ne le fait pas. Bon, alors dans une vie antérieure, j'étais prof d'économie, mais il y a des millions de pages pour montrer que la préférence pour le présent est un truc qui l'emporte partout. Parce que les mécanismes financiers... Et là, peut-être l'un des gros messages de l'adaptation, c'est de dire... Sortons de l'idée qu'il faut réparer les dégâts. Il faut vraiment les empêcher. Et ça suppose de se positionner pour l'avenir. Alors, juste un très rapide, et puis après, c'est Philippe qui doit avoir le temps de s'exprimer, parce qu'il a bien écouté. Donc, ceux qui veulent dire encore un mot, vous avez la parole, et après, c'est Philippe. Alors, moi, je voudrais réagir sur financement. Nous, chez AXA Climate, financement d'adaptation. Nous, chez AXA Climate, on fait le pari qu'en embarquant des acteurs privés installés sur un territoire, on va les emmener à financer des outils d'adaptation, des solutions d'adaptation qui vont leur bénéficier directement. Dit autrement, si sur un territoire, j'ai une coopérative agricole, un industriel, un réseau de distribution, des supermarchés, des choses comme ça, on a parlé d'Auchan, à Redon, pardon, La Poste, Orange, ces acteurs-là, s'ils savent qu'ils vont souffrir de l'adaptation, qui vont souffrir du réchauffement climatique. Donc, si on les emmène à financer, ils vont financer leur adaptation, et ce faisant, ils vont financer l'adaptation du territoire. Simplement, il n'y a pas encore réellement les outils financiers pour le faire, pour les flécher. On sait très bien flécher des investissements vers du bas carbone, on ne sait pas flécher des investissements vers de l'adaptation. Ça, je voulais réagir sur la partie financement. On fait ce pari-là, qu'on va réussir à emmener des acteurs privés à financer l'adaptation. Le deuxième aspect, c'est sur l'intervention du Conseil de l'architecture, des architectes.
Moi, au mois de janvier, j'ai participé au Congrès national des notaires entièrement dédié à l'adaptation. Là, vous avez 2 assureurs qui parlent d'adaptation, un architecte qui parle d'adaptation, les notaires parlent d'adaptation, les banquiers commencent à beaucoup parler d'adaptation chez eux. Le chemin de l'adaptation est en route. Hein. Ronan Dantec, ça fait des années qu'il en parle. Il y a des lumières, franchement, qui s'allument un peu partout dans l'industrie, voilà. L'État, le PNAC, voilà. Ça s'allume. C'est le démarrage, on peut regretter que ça n'a pas été fait avant, mais il faut être optimiste, quoi. Là, c'est en route, quoi. Tous les acteurs se bougent sur l'adaptation. C'est un message d'optimisme que je voulais vous faire passer, surtout aux élus, parce que ils sont confrontés sur le terrain, quoi. Ils tardent à voir les solutions. Elles arrivent. Merci, ça compense les 2 jours de grande fatigue. Philippe, c'est toi qui conclus avec à la fois tes propres réflexions, l'expérience et puis ce que tu as entendu aujourd'hui. Philippe est notre rapporteur, on travaillera avec lui pour intégrer tout ça et en faire quelque chose. Je le rappelle, l'objectif c'est d'avoir auprès de la Commission européenne et du gouvernement français, à travers Ronan, puisque vous le dites, il est très actif, mais aussi tous les contacts, des vraies propositions, parce que c'est vraiment essentiel. Philippe, c'est à toi. Merci beaucoup. J'ai trouvé la discussion très intéressante et à la fois par des contributions qui se complètent les unes les autres, qui illustrent, mais aussi des questions émergentes. Je vais y venir tout de suite. D'abord, je pense que notre discussion, mais aussi le reste des 2 journées, montre bien la complexité de l'adaptation. Donc je pense que c'est un sujet effectivement qui est récent. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus depuis récemment, de ces toutes dernières années. C'est une bonne nouvelle, mais c'est un sujet très compliqué, puisque aussi bien la diminution des émissions, la mitigation, c'est finalement assez simple à comprendre. On a le CO2, on doit réduire le CO2, il faut fermer tous les robinets du CO2. C'est pas si facile à faire, il faut de l'argent, etc. Mais c'est très simple, en fait. L'adaptation, c'est extrêmement complexe, puisque c'est multifactoriel, ça se décline différemment dans toutes les régions, dans toutes les réalités. Et puis je crois qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse aussi à distinguer 2 grandes parties de l'adaptation, c'est-à-dire l'adaptation vraiment aux phénomènes de long cours, comme le manque d'eau, la sécheresse, la hausse de température générale, le bien-être en ville par exemple, etc. Et les catastrophes ponctuelles. Parce qu'évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes types de réactions, ni sur les mêmes investissements considérables qui sont nécessaires instantanément. Et on a évidemment évoqué plusieurs catastrophes très, très graves en France où il y a eu des morts. Et il faut quand même aussi avoir cela en tête. Nous avons connu en Wallonie donc une catastrophe en 2021, 40 morts. Très localisé, vraiment dans une vallée aussi très encaissée. Et donc, dans cette région-là, très localisée, le monde s'effondre et il faut tout reconstruire. Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. D'abord, effectivement, sur le rôle des uns et des autres. Et là, c'est peut-être une problématique émergente, je trouve, de la discussion d'aujourd'hui. C'est que moi, je trouve que c'est peut-être bien de se dire que chacun doit faire vraiment son métier. C'est-à-dire qu'on a besoin que les assurances soient là pour intervenir pour la reconstruction et pour les personnes qui sont sinistrées. Les personnes, les collectivités, les entreprises aussi. Nous avons dû intervenir en Belgique, alors pour toutes sortes de raisons, à peu près pour la moitié des dégâts. Parce qu'il existait un mécanisme de plafonnement au niveau des assurances, qui bien sûr a été atteint, et qui a fait que pour finir, les interventions, en tout cas pour les citoyens, on était en milliards d'euros quand même, plus de 2 milliards d'euros, la moitié a été prise en charge par les pouvoirs publics. J'ai participé aux décisions du gouvernement de Wallonie, parce qu'il n'y a pas eu tellement de solidarité, en fait, ni belge, ni européenne. Et donc, pour le budget de la Wallonie, c'est considérable. L'année suivante du Covid, qui a été plus ou moins aussi dans les mêmes ordres de grandeur. Ça veut dire qu'on fait ça 2 années de suite, parce que les pouvoirs publics, ils sont toujours, en dernier ressort, les seuls qui peuvent intervenir. On ne va pas laisser les populations dans cette situation. On fait ça 2 années de suite, c'est très, très impactant pour les budgets. Mais si vous avez encore ça les 2 années d'après, vous êtes en faillite, en fait. Les pouvoirs publics, ils ne peuvent pas assumer des risques comme ça, successifs, de cette ampleur-là. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin que les assurances et les réassurances, et tout le cadre européen, etc., permettent cette intervention. Mais par contre, on a parlé dans le débat aujourd'hui de refinancer différemment la reconstruction, ce qui est en soi un énorme enjeu.
Ben, je pense que là, peut-être, on ne doit pas attendre ça uniquement que des assurances. Et je pense que ce serait peut-être bien qu'on réfléchisse à se dire, ben, en fait, les pouvoirs publics devraient mettre en place des solutions structurelles pour soutenir le complément aux assurances, pour faire en sorte que les reconstructions, elles, soient beaucoup plus durables, soient des investissements sur l'avenir et permettent donc de diminuer les risques ultérieurs. Parce qu'évidemment, on sait qu'il y a des risques à certains endroits plus importants. On ne va pas raser des villages en prévision de catastrophes. Donc le jour où vous avez des catastrophes, il faut absolument saisir cette opportunité pour reconstruire différemment. Et pourtant, c'est très, très, très difficile. Donc d'abord, ça coûte plus cher. Donc ça, c'est ce que je viens d'évoquer. Mais c'est aussi très difficile à faire. Ça, c'est l'autre volet. Et je pense qu'on a eu en Wallonie cette préoccupation. Mais il n'y a rien à faire. Personne n'est prêt à ça, en fait. On n'est pas du tout préparé. Et vous avez eu, par exemple, le jour des catastrophes, les jours immédiats des catastrophes, vous avez eu des gens qui se sont mobilisés, des entrepreneurs qui sont venus, par exemple, faire de l'excavation de terre, de déchets, etc., immédiatement. Mais tout le monde est prêt pour reconstruire la même chose. Parce que tout le monde connaît son métier historique, comment on construit les maisons, comment on construit les routes, etc. Personne n'est prêt pour faire autre chose. Et donc, pour faire autre chose et que ça ne prenne pas non plus des années, parce qu'on a besoin de reconstruire rapidement, ça doit être très anticipé. Et ça, je pense qu'on n'est pas très prêt pour ça. On voit bien qu'il commence à y avoir des initiatives, et j'entendais aussi l'intervention des architectes, etc. C'est très très bien, mais il reste encore beaucoup de chemin pour que, quand il se passe quelque chose, on soit en capacité de faire autrement, avec un soutien général, avec une formation, une anticipation, etc. On doit être prêt pour les alertes, mais on doit être aussi prêt pour la reconstruction. Ça fait déjà beaucoup de choses. Je vais essayer de ne pas être trop long. Donc je pense qu'il nous reste évidemment un énorme travail, on le voit bien, mais quand même aussi quelques conclusions intéressantes. Et peut-être pour terminer, je voudrais aussi faire le lien avec les débats de la démocratie. Nous sommes dans une époque quand même très compliquée du point de vue en général du débat public de la démocratie. Nous voyons bien que ces sujets-ci sont d'une extrême complexité, qu'on doit traduire ça, par exemple, pour les élus locaux, dans des plans d'adaptation qui sont de plus en plus compliqués, où il faut intégrer beaucoup plus de choses qu'avant, il faut sortir de son métier par silo. C'est vrai pour les collectivités, pour les responsables politiques, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les assurances, et donc aussi pour les citoyens. Donc la complexité, la nécessité d'une vision à 360 degrés augmente très fortement, et en même temps, on est dans un monde du populisme et du simplisme à outrance. Et donc ça, c'est quand même un énorme défi, et donc toutes les initiatives de l'ordre de l'implication citoyenne, de la pédagogie, de la capacité de comprendre de quoi on parle et face à quoi on doit faire face, je pense que ça ne peut être que bénéfique. On a clairement un énorme travail culturel, d'éducation, de formation, de compréhension devant nous pour que les citoyens, mais aussi tous les professionnels dans tous les métiers, soient en capacité progressivement d'intégrer ces différentes dimensions. Donc je pense qu'on pourra encore faire quelques congrès à Marseille, à Liège et dans d'autres villes encore dans les prochaines années sur ce sujet de l'adaptation. Merci beaucoup Philippe. Il est excellent. Hein, vous savez, il reste 43 secondes pour avoir fait 1h30. C'est formidable. Bravo Philippe. Non, je retiens vraiment un point qu'on a tous en commun et c'est pour ça qu'avec Ronan, on a souhaité recentrer un peu Climate Change sur l'adaptation. C'est que, à la fois pour les raisons que tu viens d'évoquer, c'est plus complexe. En plus, ça suppose, que je disais tout à l'heure, une préférence pour le futur qui n'est pas tout à fait... D'ailleurs, c'est un peu comme l'atténuation de ce point de vue-là. Dans les deux cas, prendre conscience qu'il vaut mieux se soucier de ce qui va se passer dans 10, 20 ou 50 ans que de ce qui va se passer demain, c'est compliqué. Mais il y a un vrai travail. Et moi, je retiens aussi l'idée qu'il faut arriver à travailler de façon un peu plus horizontale entre les différents risques. Je crois que ça, c'est une très belle idée. Voilà. Merci à vous tous. Ça continue. Vous allez pouvoir manger. Je crois que tout le monde a apprécié d'ailleurs hier. Donc vous êtes libérés pour vous rendre à quelques pas d'ici. Vous resterez. On continue. Cet après-midi, on aura l'occasion d'aborder tout ça et d'avancer vers les solutions avec une plénière qui se déroulera à 16h. À tout à l'heure. Merci beaucoup.